Vous avez eu donc 3 jours de formation sur Biofonctool, un jour sur les aspects théoriques, enfin la matinée du lundi sur les aspects théoriques, l'après-midi du lundi sur les aspects techniques de préparation au laboratoire, que mardi et mercredi, on a passé donc 2 jours sur le terrain pour vous montrer comment utiliser les outils sur le terrain. Et là, on commence une partie plutôt analyse des données. Mais avant d'aller un peu plus loin sur l'analyse des données, on aimerait bien avoir un retour un petit peu sur vos questions, puisqu'on vous a donné énormément d'informations, on comprend bien. Forcément, on a intégré tant d'informations en 2 jours et demi. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant, et on est là pour vous. Voilà, donc on vous écoute. Oui, vas-y. J'ai une question que je voulais poser. Je pense que depuis le premier jour, j'en avais commencé à discuter avec lui. C'est que dans Biofonctool, on a 3 fonctions. Le carbone, la stabilité du sol et le cycle de nutriments. Et tout ça, ça fait 9 indicateurs. Maintenant, si on manque de temps ou par rapport à des objectifs de recherche, est-ce qu'on peut, au lieu de faire tous ces 9 indicateurs, par exemple les 2 indicateurs pour le cycle de nutriments, en faire une, pour le carbone, en faire 2, et les autres, c'est-à-dire qu'au lieu de faire tous les 9 indicateurs, faire 4 à 5 indicateurs, mais répartis dans les 3 fonctions. D'accord. Est-ce que c'est possible ou en fait, il faut vraiment faire toutes les 9? Donc je vais reformuler ta question. Donc est-ce qu'en fait on peut un peu dégrader le set d'indicateurs au lieu d'en faire 9, mais en faire un nombre plus restreint, parce qu'effectivement c'est plus compliqué de temps en temps de faire 9 indicateurs, enfin en termes de temps. Alors je ne vais pas avoir une réponse oui ou non, hein, et n'hésitez pas à compléter. Disons que si on a fait 9 indicateurs, c'est qu'on a essayé d'avoir ce qu'on appelle un minimum dataset. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'en deçà, on dégradait vraiment l'information. Maintenant, je peux comprendre aussi que ce n'est pas toujours facile de faire les 9. Mais ce qu'on a vu, c'est que de temps en temps, les résultats ne vont pas forcément dans le sens de nos hypothèses. Et si tu fais des hypothèses trop fortes, c'est-à-dire que tu vas enlever cet indicateur parce que tu considères qu'il n'est pas important pour ta question de recherche, tu peux être surpris que de temps en temps, ça ne soit pas le cas. Je prends l'exemple, on a travaillé sur les IPL au Burkina, et je me suis vraiment posé la question du nitrate. Parce que c'est compliqué, les membranes, dans un truc qui est trop dur, il n'y a même pas de... Il y a rien, quoi. C'est juste... et ben c'est là où j'ai trouvé le plus de nitrate. Donc c'était pas là j'avais pensé. Donc selon mon hypothèse, j'aurais peut-être enlevé le nitrate. Mais du coup, j'aurais enlevé peut-être une des principales facteurs de variation par rapport aux autres traitements. Donc, ceci dit, bon, maintenant, après la contrainte existante, je peux comprendre que vous dégradez ce système-là, mais si vous pouvez ne pas le faire, c'est mieux. Parce que ce que vous verrez aussi, c'est que vous pouvez très bien avoir un traitement A et un traitement B qui ont exactement le même niveau de qualité. C'est-à-dire, vous êtes à 0,6 tous les deux, par exemple. Mais la proportion relative des fonctions à l'intérieur peut être très différente. Il y en a un, par exemple, qui est bien meilleur pour la séquestration du carbone. Alexis vous montrera des exemples de ce type cet après-midi. Et l'autre qui est mieux pour le cycle de nutriments. Là, ça permet à l'agriculteur ou à l'étudiant, enfin, celui qui est intéressé par ces données, de prendre des décisions. Si c'est de la durabilité qu'il veut, bah, peut-être la séquestration du carbone, c'est plus important. S'il veut de la production, de la dynamique du carbone, s'il veut de la production, bah, peut-être que le cycle de nutriments sera plus important. En fait, ce qui est aussi important, nous, ce que l'on a considéré important dans l'approche Biofonctool, c'est cette approche d'avoir plusieurs critères. C'est-à-dire de ne pas caractériser le sol simplement avec 1 ou 2 indicateurs parce qu'on a vraiment une valeur ajoutée à en avoir plusieurs. Mais finalement, l'approche, elle est assez souple aussi. Il ne faut pas l'avoir trop contrainte parce que sinon, on est bien conscient que d'un endroit à l'autre, ça peut être compliqué de mettre en place tel ou tel indicateur. Donc, il faut l'avoir, on attache beaucoup d'importance à évaluer plusieurs fonctions au même moment, donc c'est-à-dire d'essayer d'avoir des indicateurs au sein de chacune des fonctions et pas, par exemple, mettre de côté le cycle des nutriments ou mettre de côté la structure, parce qu'il y a vraiment un intérêt à essayer de comprendre ces différentes fonctions. Et il faut savoir que plus vous allez avoir d'indicateurs au sein des fonctions, plus vous allez avoir une vision la plus claire possible de votre sol. Si vous avez que des analyses de nitrate et que vous ne faites pas les membranes, bah vous allez manquer des informations et des dynamiques qui sont intéressantes à avoir. Donc, on ne peut pas se dire on est obligé tout le temps faire les 9 indicateurs. Par contre, nous, on considère que si on veut suivre l'approche Biofonctool, c'est vraiment important d'avoir les 3 fonctions et d'avoir des indicateurs liés à l'activité biologique du sol. Et aussi, il ne faut pas oublier que vous utilisez tous
sûrement des méthodes d'évaluation des sols. C'est aussi possible d'intégrer, par exemple, on n'a pas parlé de, il y a une approche qui s'appelle le tea bag, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est des sachets de thé qu'on met dans le sol, il y a beaucoup de gens qui utilisent cette méthode. C'est aussi une approche fonctionnelle qui est très proche de l'approche BioFunkTool et parfois il y a des laboratoires qui l'utilisent déjà. C'est très proche des laminas, et ben vous pouvez très bien remplacer les laminas par le tea bag. Il faut garder quand même une certaine souplesse en fonction de vos attentes. Il y a une certaine, en fait c'est un peu ce que tu dis Alain, d'un côté on essaye de garder une certaine structuration, donc une approche plutôt le concept en fait, qui est un petit peu donc plusieurs fonctions, des indicateurs liés à l'activité biologique, ça c'est très important, faire des mesures en même temps au même point. Mais d'un autre côté, on est bien conscient que d'un endroit à l'autre, bah parfois les laminas, je sais pas, on a eu des problèmes, des laminas, on a eu des rats qui nous ont enlevé toutes les laminas sur notre terrain. Donc du coup, on n'avait pas de laminas, mais on avait quand même 2 ou 3 indicateurs sur le cycle du carbone et on a considéré que c'était suffisant. Pour aller dans son sens, par exemple tout à l'heure, on est obligé d'aller faire l'azote minéral. Oui. Ou dans pas mal de pays, ils n'auront pas la possibilité de faire l'azote minéral. Est-ce qu'il est possible qu'ils suppriment le dosage d'azote minéral dans l'essai d'indicateur? Ça s'est fait. D'ailleurs, une des premières publications d'application de BioFunkTool, c'était sans l'azote minéral au Cambodge. Donc oui. De toute façon, on est bien conscient qu'il y a des limites et qu'on ne peut pas tout faire. C'est pour ça qu'on fait un gros forcing avec Jim. Et peut-être que Jim pourra ajouter ces points-là, mais pour pouvoir mesurer l'azote minéral en se passant du flux continu, pour le faire directement sur le terrain. C'est vraiment un des enjeux aujourd'hui, dans BioFunkTool, c'est l'enjeu prioritaire là qu'on a, c'est se passer de la machine qu'on vient de vous présenter. Et du coup, de pouvoir venir au champ avec un outillage qui est vraiment beaucoup moins cher et très facile à mettre en place, quoi. On a quelques verrous qui sont en développement encore aujourd'hui, mais ça ne devrait pas tarder. Je voudrais juste ajouter un point sur ce qu'a dit Alexis, c'est que quand Alexis, dans sa thèse, il a testé les 9 indicateurs, on avait même à ce moment-là 10 indicateurs, voire 11, on a réduit encore. Il a testé dans différents sites la redondance des indicateurs. C'est-à-dire, est-ce qu'un indicateur indiquait la même chose que l'autre? Parce que ça permettrait d'en enlever. Ben en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que oui, il y avait des redondances par site, mais qu'il n'y avait jamais les mêmes redondances en fonction des sites. De temps en temps, le POX, il était pareil que le site URES, mais dans un autre site, ce n'était pas le cas. Donc en fait, tant qu'on ne sait pas ça, peut-être que dans votre set de données, vous n'auriez pas besoin de l'ensemble, mais vous ne pouvez pas présupposer ceux qui vont être en relation. C'est ça un peu le problème. Est-ce que si on peut dégrader, au-delà de d'évaluer la santé du sol par rapport aux autres indicateurs, en fait, d'évaluer, dégrader ce set d'indicateurs pour en faire notre objectif. Par exemple, je veux voir quelle est la relation entre le temps d'infiltration et le lever de ma culture. Est-ce que dans des parcelles où la culture se lève très tôt, juste quelques jours après la pluie, c'est corrélé avec le temps d'infiltration? Est-ce qu'on peut dégrader ce set d'indicateurs dans ce sens? Pouvoir expliquer d'autres pratiques par rapport à certains indicateurs de BioFunkTool au lieu d'évaluer l'ensemble. Je vais reformuler la question. En fait, ce que tu dis, c'est que est-ce qu'on peut utiliser un indicateur pour une question de recherche précise? Par exemple, là, on a, est-ce que tu veux relier vitesse d'infiltration et levée de semis? Et à ce moment-là, mais évidemment, je veux dire, évidemment que si tu as cette question-là, le BIRCAN, il est beaucoup plus adéquat. Et là, tu n'es pas dans une approche, pour moi, vraiment BioFunkTool. Là, tu as une question de recherche ou un des indicateurs de BioFunkTool pour répondre à cette question de recherche. Évidemment, il faut en profiter. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il faudra aussi un outil qui soit un peu plus précis que le BIRCAN pour mesurer des vitesses d'infiltration. Parce que si tu veux publier ça, on va te dire, est-ce que ta vitesse d'infiltration, tu l'as fait avec un double anneau ou pas? Donc faites attention. On nous pardonne un petit peu de prendre des objets simples pour faire des mesures parce que justement on fait ces cumulations fonctionnelles. Et si vous n'avez plus qu'un indicateur, là il faut qu'il soit un petit peu plus précis. Enfin, pour les publications, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ouais. Et juste pour compléter, il faut vraiment pas hésiter. Il faut bien se dire que BioFunkTool, c'est un outil qui est proposé, c'est pas du tout quelque chose de. C'est des indicateurs qui ont été publiés, qui sont connus dans la littérature. On n'a rien inventé à part CITURES. On n'a vraiment rien inventé, à part le fait de les rassembler et d'avoir cette approche multi-indicateur, multi-critères. C'est l'idée. Après, toutes les méthodes qu'on utilise, elles sont utilisées par plein d'autres chercheurs pour plein d'autres thématiques. Le BIRCAN, il y a plein de gens qui l'utilisent pour des problématiques de physique du sol bien précises. Le POX, il y a plein de gens qui l'utilisent pour des problématiques de stabilisation du carbone. Donc, il faut vraiment le voir comme en fonction de l'objectif que vous portez,
est-ce que vous utilisez tout le set ou pas? Est-ce que vous avez une question bien précise sur un volet ou pas? Là, c'est vraiment ouvert. C'est une proposition. Il n'y a rien de réellement figé et il n'y a rien en termes d'outils et de méthodologie de réellement inventé par nous. L'originalité, c'était juste, entre guillemets, de les rassembler et d'en faire cette évaluation multicritère. Oui. Mais par rapport au fait d'enlever un ou deux indicateurs, c'est quoi la conséquence sur le calcul d'index de santé? Ouais. Alors, je vous présenterai cet après-midi l'impact que peut avoir le fait de retrait ou d'ajout d'indicateurs sur l'analyse, sur le calcul de l'index. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on va pondérer l'importance de chacun des indicateurs en fonction du nombre qu'ils représentent par fonction. Par exemple, si on a 2 indicateurs sur le cycle des nutriments et on en a 4 sur la structure, on va mettre plus de poids au cycle des nutriments qu'à la structure quand on va construire notre index, pour avoir le même poids pour chacune des 3 fonctions qui constituent notre index. Mais ça, on le fait artificiellement. Plus on va faire de mesures, plus notre index va être robuste. Si on n'a qu'une mesure, on va pouvoir pondérer, mais la pondération, elle est mathématique. Donc, elle n'a aucune réelle valeur biophysique. Donc, plus on va faire des mesures pour une fonction, plus on va être précis et plus on va avoir une observation de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Donc, au final, ça a de l'importance. Alors après, il faut être aussi assez prudent, hein. C'est-à-dire que pour l'instant, honnêtement, on n'a pas assez de recul pour quantifier l'impact de l'ajout d'un retrait d'un indicateur sur la robustesse globale. Il faudrait le faire dans plein de contextes différents. En ajouter, en enlever, il faudrait faire un truc assez solide statistiquement, je pense, là-dessus. C'est des choses aussi auxquelles on pense, hein. Essayer de voir comment, si on enlève des indicateurs, si on enlève des traitements aussi, c'est assez important. Si on compare 3 pratiques, on en compare 4, l'ACP, elle va être légèrement différente. On va cerner des différences qui vont être… Ça, c'est des choses auxquelles on pense, c'est-à-dire reprendre notre jeu de données et essayer de voir quelle est l'importance d'un indicateur. Alors après, il y a sûrement des indicateurs aussi qui expliquent beaucoup de variabilité. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, on a un petit peu de recul. On sait par exemple que les laminas et le VESS, c'est typiquement des indicateurs qui sont parfois pas très variables, pas très sensibles en fait aux pratiques agricoles. Donc typiquement, peut-être que les retirer, vu qu'ils expliquent peu de variations, les retirer, peut-être que, bon, dans certains cas, on louperait des informations, mais globalement, peut-être que ça aurait beaucoup moins d'impact que si on retire un POX ou si on retire un Cituresp ou si on retire de l'azote minéral qui est très sensible au traitement et qui, là, lui, explique beaucoup de variabilité. Donc, encore une fois, en fait, c'est indicateur dépendant, c'est site dépendant. Donc, il faut avoir un gros jeu de données pour pouvoir répondre vraiment précisément là-dessus. On y travaille, mais pour l'instant, en tout cas, on essaye de structurer ça et d'avoir quand même une solidité statistique qui nous permette au moins de traiter de jeux de données d'un site à l'autre. Pour reprendre pour le VESS et l'AMINA, c'est des très très bons indicateurs de la variété spatiale de ton système. Donc si tu enlèves ces 2 indicateurs, tu vas enlever les indications sur la variété spatiale. Et pour avoir fait ça dans différents contextes agricoles, en fait, la question de la variété spatiale est assez importante en général pour les agriculteurs. Par exemple, souvent les agriculteurs se demandent pourquoi ça pousse mieux là que là. Et de temps en temps, vous posez un bircan, tout de suite, ils voient qu'il y a une infiltration et pas d'infiltration. Vous n'avez pas besoin forcément de faire les 9 indicateurs. Et on aborde d'ailleurs un autre aspect de BioFoncTool qui est l'aspect démonstratif et pédagogique. C'est-à-dire que quand vous faites ces mesures-là, c'est très bien de les faire en présence de l'agriculteur. On sait bien, l'agriculteur, il a autre chose à faire. Donc, il ne va pas faire lui-même ces mesures-là. Et en fait, souvent, ils sont quand même intéressés. Et donc, comme c'est très démonstratif, hein, de l'eau qui stagne et de l'eau qui s'infiltre, vous n'avez pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre qu'il y a un problème. Et donc après, ça fait un élément de discussion. Et de temps en temps, ce que nous, on a aussi comme expérience, c'est qu'il y a des résultats qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, il fait du labour et l'autre qui fait l'agriculture plutôt de conservation. Et pourtant, c'est dans le labour qu'il y a plus d'activité biologique. Et bien, on se rend compte en fait qu'ils ne nous avaient pas vraiment renseigné sur le précédent cultural. Et de temps en temps, ça permet aussi de mieux déterminer en fait, le contexte. Parce qu'un agriculteur, de temps en temps, il en a marre de répondre à des questions, des choses comme ça, donc des choses qu'il n'a pas précisées au départ dans vos descriptions des pratiques, et ça permet de les repréciser. Donc ça, c'est vraiment un point important. Moi, je me sers beaucoup de BioFoncTool, par exemple, avec les écoles, avec… enfin, donc là en France, mais on pense aussi avec les écoles d'agriculture. Enfin, et ça, peut-être, que ce soit au Burkina,
au Mali ou au Sénégal, pensez-y aussi. C'est un très bon médium de sensibilisation aux enjeux du sol. Oui. Bon, c'est une question simple. On a vu que peut-être qu'on n'a pas vraiment le temps de faire beaucoup de choses. Je suis bien à vous. Bon. Des fois, on commence par ça, on anticipe par rapport à ça. Donc, moi, je me pose une question sur notre rationalisation. Si je décide d'aller sur le terrain, avec mes deux techniciens, ou bien avec un étudiant, nous sommes forts. On va commencer par quoi? Ensuite, on va enchaîner par quoi? Qu'est-ce que c'est cette chronologie-là? Pour ne pas perdre de temps, on va avoir ça. Vous allez avoir oui, pour tous les indicateurs, je ne sais pas si vous venez de la slide que je vous avais montrée. Donc déjà, cette première étape, préparation de laboratoire, puis après, qu'est-ce qu'il faut faire en amont? Et pareil, il y a une slide où on explique par quoi il faudrait commencer. Par exemple, c'est toujours bien de commencer par le VESS, parce que du VESS découlent les prélèvements des agrégats, puis après, les prélèvements aussi pour le N-min. Donc, il y a toutes ces étapes-là. Et si vous vous souvenez, il y a par exemple le POX et les agrégats, on va les mettre en tout dernier. C'est-à-dire, vous pouvez les faire à la fin de la journée ou même après, si vous n'avez pas le temps. Donc, vous aurez en tout cas la chronologie des outils à faire dès que vous arrivez sur le terrain. Ça reste une indication, hein. Mais ça dépend de chaque terrain, mais ça permet déjà de vous organiser pour le premier terrain. Et cette formation, il faut penser aussi à ce qu'on a fait sur le terrain en fait. Hier et avant-hier, nous-mêmes, on était 4, donc on pourrait très bien se dire que c'est Alain le chercheur et nous, on est ces 3 techniciens. Et on a fait 4 ateliers. Vous avez vu à peu près, on a mis le même temps quasiment, plus ou moins. Donc finalement, vous pouvez très bien reproduire comment c'est organisé pour aller mettre en place vos activités de terrain. Un qui prélève, vous vous souvenez ce que j'ai fait? On prélève le sol, on prépare tout sur la table, vous mettez un technicien là-dessus. Nancy, elle mettait les membranes et les laminats. Bon, ça c'est peut-être un petit peu la chose qui change, mais elle faisait le POX, vous mettez un étudiant là-dessus. Vous pouvez très bien reproduire comment on a organisé la formation pour organiser vos équipes sur le terrain. Donc pensez à… C'est pas pour rien qu'on s'est organisé comme ça hier et avant-hier, nous aussi, vous voyez? Parce qu'au final, on s'est bien rendu compte qu'à la fin, on arrive à peu près, on a arrêté les groupes au même moment. Donc nous, on était des groupes de 4-5, c'est sûr, on était nombreux, mais finalement, vous pouvez le faire tout seul. Hein. Ce que j'ai fait moi dans mon atelier, si vous le faites tout seul, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire tout seul. Je pense qu'il y a quand même 2 choses qu'on peut rajouter. C'est au niveau de l'EVESS, peut-être commencer par ça, ce que disait Nancy, parce que c'est long, ça demande un peu d'expertise. Le BIRCAN, c'est assez long aussi. Et ça peut être, dans certains cas, un bon timer en fait, qui va nous donner un peu le temps sur chacun des points qu'on va passer. Et surtout, et je pense qu'on vous l'a répété suffisamment, mais que spécialiser quelqu'un sur un indicateur, c'est important. On fait tous des erreurs sur le terrain, on a tous une marge d'erreur par rapport à ce qu'on interprète, d'autant plus sur Biofunctool, sur certains indicateurs, où par exemple sur le VESS, il y a un savoir-faire, il y a un savoir sur le terrain de voir, et on ne score pas tous, je pense que vous l'avez très bien vu avec Alain. Et donc là, c'est important d'avoir la même personne qui va scorer pour l'ensemble de notre terrain. Donc spécialiser les gens. Et après, vous allez avoir donc quelqu'un qui fera les BIRCAN au début, quelqu'un qui va se faire tous les VESS et puis qui va prélever. Et puis voilà, après on enchaîne, quelqu'un qui va traiter le POX. Voilà. Donc en fait, finalement, vous allez structurer votre équipe et puis vous allez devenir assez vite opérationnel. Mais ça se réfléchit en amont. Hein. Et en fait, ça s'adapte. Vas-y, Alain. Ouais, c'est un timing. C'est-à-dire, en fait, quand Alexis a fait sa thèse, on a aussi décidé du timing. On a dit, sur une parcelle, on ne passe pas plus d'1h30. 3 points, 1h30, ça fait donc, pour chaque point, on a 9 variables. Donc l'idée, c'était au moins de pouvoir faire 4 parcelles, c'est-à-dire 1h30, ça fait 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Donc si, par exemple, vous décidez, il fait trop chaud l'après-midi, ça fera 2 parcelles. Donc essayez de garder ce timing à peu près, parce que sinon, après, vous êtes un peu débordé. Et vraiment, le truc premier, c'est de prendre des choses qui se sèchent. POX, agrégat, en premier, parce que il faut ce temps de séchage. Donc, même avant le VESS, vous voyez ce qu'on a fait là, tout de suite, on a été chercher les agrégats. Et celui qui fait les prélèvements de sol, il va vous donner le sol pour le POX. Ça, c'est vraiment le truc à faire. Après, j'ai rien ajouté, ils l'ont très bien dit. Mais vraiment, agrégat et POX,
en premier pour que vous ayez ce temps de séchage. Et en fait, il y a aussi un truc qui est important, mais dans tout ce qu'on va pouvoir vous répondre, et notamment pour le matériel, pour tout ça, ce qui est important, c'est que pour l'instant, BioFunkTool, c'est quelque chose qui reste quand même assez souple. Et ce qui est important, c'est que les personnes qui l'appliquent aussi l'intègrent et l'adaptent à leur contexte. C'est-à-dire que, par exemple, pour le matériel, pour la plateforme, nous, là, Nancy, elle vous a préparé du matériel, vous allez avoir la base, mais derrière, c'est important que vous l'intégriez dans vos instituts, dans vos plateformes et que vous le fassiez de votre manière, à votre manière aussi. Parce que ça se trouve, vous avez déjà des spectros. Bon, bah, pas besoin d'acheter un petit spectro de terrain. Ça se trouve, vous préférez faire le POC au labo. Bon, bah, vous faites le. Tout ça, c'est à vous d'organiser aussi. C'est pareil, en fait, pour le terrain de Djibril, par exemple. Si tu as des personnes qui ont une formation ou des personnes qui n'ont pas de formation, tu vas pas les mettre sur les mêmes indicateurs. Si tu as 3 personnes ou si tu as 4 personnes, toute ton organisation de terrain elle va être différente. Donc c'est important. En fait, il y a rien de dramatique et il faut y aller à un moment. Tu y vas, tu connais les indicateurs. Il faut au moins une personne qui connaisse bien tous les indicateurs pour former les gens. Donc, qui soit vraiment le référent et le pilote qui ait bien formé les gens, qui aient bien compris les choses, comme nous, on a pu vous le faire. Après, il faut y aller. Première journée, tu vas te prendre les pieds dans le tapis. Tu vas faire une parcelle. Bon, alors là, on va faire le birkan avant. Là, on va faire le truc parce que… Mais en fait, c'est comme ça que tu apprends. Si on vous fait un schéma tout fait sur un PowerPoint, on peut vous le faire. Hein. Mais tu rajoutes une personne, tout le schéma, il est en vrac. Tu vas sur le terrain parce que tu es sur un site expérimental ou tu travailles auprès de parcelles villageoises. C'est complètement différent. Parcelles villageoises, tu vas avoir tes trajets entre les parcelles. Ça va bousculer tout ton truc. Tu fais un terrain expérimental. Bon là, tu vois bien où on était. On avait des parcelles les unes à côté des autres. Tu peux aller beaucoup plus vite. Donc, on peut vous donner des indications là-dessus. Mais au final, je suis pas sûr, on n'a rien de clé en main et je suis pas sûr qu'en fait, ça vaille le coup d'avoir des choses clés en main. Parce que l'idée aussi, c'est que vous l'appropriez et c'est que vous l'intégriez dans vos thématiques et pour vos terrains. Donc, c'est sûr que par contre, ça va vous demander à vous un petit peu d'investissement. C'est-à-dire qu'il va falloir de l'investissement en termes de temps, de l'investissement en termes d'étudiants et tout. C'est sûr que ça le demande. Mais ça en vaut la peine parce qu'une fois que vous avez passé ce temps, une fois que vous avez une plateforme construite, vous pouvez vraiment balancer des points de prélèvement très rapidement et dans beaucoup de contextes. Nous, en Thaïlande, c'est ce qu'on a fait au début. Hein, et après, on l'a mis en place dans 4, 5 sites différents dans tout le pays. Hein, donc, une fois qu'il y a quelqu'un, il y a une dynamique, il y a un référent, il y a une plateforme, ça peut aller en France. Là, je ne sais pas combien de points de prélèvement ils font, mais ils y vont. Donc, voilà, une fois que c'est construit. Mais par contre, ça demande de l'investissement, pas forcément financier, mais de l'investissement en termes de RH, de temps et d'intérêt, vraiment. Oui. Ouais, j'avais juste une petite chose qui est importante, c'est une question qui est revenue, c'est de savoir quel est le plan expérimental. C'est-à-dire, vous avez un traitement A que vous comparez à un traitement B. Est-ce que et il va pleuvoir au milieu de la semaine. D'accord? Donc, il va y avoir un changement à un moment. Qu'est-ce que je fais comme stratégie? Est-ce que je fais tout A d'un coup et après je fais B? C'est pas la bonne solution parce que vous allez avoir un effet de la pluie. Vous aurez fait A avant la pluie et B, il sera fait après la pluie. Donc, il faut toujours, tous les jours, il faut comparer. Si je fais le lundi, je fais A et B. Mardi, A et B. Comme ça, cet effet climatique sera intégré dans la variabilité. Ça, c'est important parce que c'est une stratégie. Il faut que quand vous allez sur le terrain, vous savez exactement dans quel ordre vous allez faire les choses. Et là, comme l'a dit Alexis, vous savez les déplacements, là il y a 2 km, là il y a 6, donc il faut que vous ayez une stratégie d'échantillonnage préalable. Alexis, quand il partait de Bangkok, il avait 800 km, il ne pouvait pas revenir au labo. Donc s'il lui manquait 2 cuvettes, c'est mort. Donc là, il avait une liste, il disait quel est le nombre de sites que je dois faire, dans quel ordre. Voilà, est-ce que vous avez un accès à l'eau? Est-ce que je prends de l'eau ou pas? Tout ça, ça se prévoit. Et sur ce point, juste après, je te laisse la parole, c'est un point vraiment important sur l'effet notamment du climat, l'effet des précipitations, parce qu'on travaille sur le terrain. L'avantage de travailler sur le terrain, c'est qu'on va avoir des données sur le terrain et c'est qu'on prend en compte le sol comme il est. Et le gros inconvénient, c'est qu'on peut avoir des difficultés de manip et on ne maîtrise pas la précipitation et tous ces facteurs externes qui vont affecter notre sol et qui vont affecter nos mesures. Au labo, sinon on prélève le sol, on s'en fiche, on le sèche, on le tamise, on fait nos mesures quand on veut et on va pouvoir ajuster la température, l'humidité de notre sol comme on le souhaite. Nous, c'est le pari qu'on a fait de ne pas faire ça pour capter la réalité de la fonction. C'est ce que disait Jim le premier jour. Donc ça, on peut se permettre de le faire
à une seule condition, comme le dit Alain, c'est de bien avoir un dispositif aléatoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire tout un traitement les mêmes jours, parce que sinon, on ne saura pas si ça vient de la pratique ou si ça vient du temps. D'accord? Ça, c'est très important. Et il faut accepter, c'était un pari au début, il faut accepter qu'il y a une partie de la variation, de la variabilité des résultats qu'on va obtenir, qu'on ne va pas pouvoir expliquer avec la pratique agricole. Ça va être une variation climatique, ça va être une variation de la pluie. Si on a bien un échantillonnage aléatoire, il n'y a pas de souci. Ça va rentrer dans nos écarts types, ça va rajouter de la variabilité. Au final, c'était un pari qu'on a fait avec Alain et on se rend compte que même en intégrant cette variabilité, même en se disant « bon, il pleut, c'est pas grave. Dans tous les cas, on a un échantillonnage aléatoire, donc il n'y a pas de souci. On va l'intégrer dans la variabilité de nos données. » Et même avec ça, on arrive à très bien distinguer des traitements. Donc au final, ça marche bien. Mais à une seule condition, c'est de bien avoir un dispositif aléatoire. Si vous ne l'avez pas, vos différences peuvent très bien être liées à la pluie plutôt qu'à une différence de pratique. Donc attention, attention, attention à ça. D'accord ? C'est des méthodes de terrain qui marchent, mais il faut bien randomiser et bien, ou comme tu disais, faire des comparaisons à chaque fois et pas faire tout un même traitement le même jour, même traitement un deuxième jour, même traitement un troisième jour. Sinon, vous ne pourrez pas savoir d'où vient la variabilité. Bon. On laisse la parole. On va te laisser la parole maintenant un peu, Amina. J'avais juste une petite question. Essayez de parler fort parce que je pense que les micros ne sont pas… On va répéter sinon. Voilà, c'était concernant le cycle des nutriments. Oui. Par exemple, si j'ai des résultats d'analyse antérieure, par exemple des analyses que j'avais déjà faites au lab, les données sont disponibles. Est-ce que je peux utiliser ces données-là au lieu de passer par la méthode des membranes? Donc la question d'Aminata, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est effectivement, est-ce que je peux utiliser les données existantes antérieures sur mon site et l'intégrer dans mon set de données Biofunctool? Alors comme d'habitude, je vais répondre oui et non. Donc le problème, c'est que tu vois que les répétitions, on les localise. Donc quand on fait N minéral, c'est le 1. Hier, on avait 1, A, B, C, D. Donc il faudrait dans ce cas-là, que tu suives le même protocole d'échantillonnage qui t'a permis la mesure. Si par exemple tu as du N minéral qui vient d'un échantillon composite, hein, c'est ce que disait Alexis, tu as pris du sol, et en général c'est ce qu'on fait, on le mélange et on prend qu'un point. Ben, dans ton set statistique, tu n'auras qu'un point et les autres, tu auras 4 points. Donc ça va être un peu compliqué. Mais ceci dit, si tu as des répétitions dans le système, oui, tu peux le faire. Alors, membrane et stock, c'est pas pareil. On n'a jamais, on a un peu d'expérience, les données de N minéral que vous avez en extrayant et les données de membrane ne sont pas corrélées. Donc vous ne pouvez pas savoir à l'avance si vous avez des données de N minéral classique, extraction KCl, ce que ça va donner en membrane. Parce que les membranes, c'est la bioavailabilité, hein, la biodisponibilité de l'azote dans le système, ce qui est différent de la mesure de stock. Donc voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Voilà. Après, il y a plusieurs éléments sur le cycle des nutriments. Il faut savoir quand même que nous, ce qu'on cible avec le cycle des nutriments, c'est, Alain parle de stocks, mais c'est des stocks d'ions disponibles quand même. Ce n'est pas des stocks, par exemple, d'azote total ou de carbone total. Là, du coup, avec l'azote total, carbone total, qui sont quand même les analyses les plus classiques de sol que l'on fait, là, on est vraiment sur une autre approche. Si possible, vraiment éviter, parce que ce n'est pas forcément ce qui est disponible dans notre système. Et nous c'est vraiment ce sur quoi on a voulu aller. Donc, essayez quand même de faire des ions disponibles. Mais moi, par exemple, je vous présenterai des résultats cet après-midi. J'ai travaillé sur des plantations de palmiers à huile en Indonésie. Et le potassium, qui est assez mobile dans le sol, lui, donc, finalement, qui est assez disponible, il est extrêmement important pour la culture du palmier, parce que c'est un élément qui est extrêmement important pour le développement des arbres. Dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon potassium d'analyse de sol au sein de ma fonction cycle des nutriments. Je l'ai rajouté dans ma fonction cycle des nutriments. Donc, il n'y a pas de souci, ça reste… Mais bien penser à deux choses. Faire plusieurs fonctions et avoir des indicateurs fonctionnels liés au cycle et pas des indicateurs de stock liés au long terme. Parce que du coup, sinon, on change vraiment l'approche Biofunctool qui nous tient à cœur. Et après, pour les analyses antérieures, attention à la question qu'on se pose. Si on fait des analyses il y a 5 ans sur notre système qui était différent et qu'on l'intègre avec des données actuelles, il y a quand même des différences qui s'est passées dans notre système. Les pratiques agricoles, elles ont été mises en place pendant 5 ans. Donc, bien être sûr, bien être cohérent,
quand on rassemble les données, de bien se dire qu'elles veulent dire la même chose. Elles ont été mesurées au même moment, si c'est possible. Mais encore une fois, restons souples. Si vous avez fait des analyses il y a 1 ou 2 ans sur des systèmes qui sont assez proches et que vous avez des choses qui sont à peu près sur les mêmes parcelles, il n'y a pas de souci, intégrez-les, ne refaites pas. Je voudrais quand même ajouter un point parce que, par contre, elles peuvent être extrêmement importantes, ces mesures. Et je parle souvent des variables de contexte et des variables observées. Les variables observées, c'est ce que nous, on a fait hier. Les variables de contexte, ça peut être la température, l'humidité. C'est un point d'ailleurs, si vous pouvez mesurer la température du sol, faites-le. Les sons de température, c'est pas très cher. Et ça, c'est un point, par exemple, pour savoir pourquoi vous avez une respiration qui est augmentée, la température et l'humidité sont les 2 facteurs qui vraiment encadrent la respiration basale du sol. Donc, c'est deux éléments. Et si vous avez le carbone, par exemple, total, eh ben, vous pouvez mesurer le POX et au lieu de le faire par gramme de sol, le faire par carbone. Et ça, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus précis. Parce qu'en fait, ça veut dire que dans un pool de carbone, vous pourriez avoir 5% de POX ou de temps en temps 20%, c'est rare. D'accord ? C'est beaucoup plus indicateur pour nous que de faire que par gramme de sol. Donc ces variables de contexte, elles peuvent être extrêmement importantes et utilisez-les. Par exemple, pareil, si on a du nitrate, on peut faire un ratio nitrate sur N minéral, total. Donc ça peut être intéressant de regarder si le nitrate correspond à 70, 10% ou 50%. Donc voilà, vous pouvez très bien les utiliser dans ce sens-là. Sauf si elles ont été faites 10 ans avant. Mais par exemple, le carbone et l'azote ne sont pas si... en termes de stock, ça ne varie pas tous les 6 mois, quoi. Oui. Bon, moi j'ai une question, une préoccupation. On a développé l'outil BioFountool. Alors, Fountool. J'aimerais alors savoir si vous avez développé une approche qui va permettre aux producteurs d'utiliser ces résultats-là. Je m'explique. Évaluer la santé des sols, c'est bon. Mais comment permettre de changer les pratiques agricoles? Et c'est les paysans, c'est les producteurs qui le font. Donc on a développé pas mal de méthodes techniques, association des cultures, rotation, paillage, chimie organique, etc., etc. Donc maintenant, pour pouvoir les emballer, qu'ils acceptent, qu'effectivement, c'est des tests qui ont été faits, des démonstrations qui ont été faites dans leur champ, qu'effectivement ça marche. Donc, comment alors les prendre? La question, c'est de savoir comment intégrer, finalement, comment utiliser cet outil pour finalement promouvoir ou renforcer l'intérêt de pratiques agroécologiques, par exemple. Mais en fait, c'est tout à fait possible et c'est à nous d'aller jusqu'au bout de notre approche. C'est-à-dire que déjà, à mon avis, la première chose, c'est déjà de travailler auprès de parcelles d'agriculteurs. L'outil BioFuncTool, on l'a appliqué en grande partie chez des agriculteurs, dans les parcelles d'agriculteurs. Il y a peut-être 2 ou 3 fois où on l'a utilisé dans des dispositifs expérimentaux, comme celui qu'on a fait, qu'on a traité hier et avant-hier, mais sinon, la plupart du temps, on travaille chez les agriculteurs. On intègre les pratiques des agriculteurs. Pour ça, ça demande un petit peu de travail en amont. Je vous le présenterai cet après-midi parce qu'il faut bien connaître les pratiques des agriculteurs, il faut bien savoir ce que l'on compare, etc. Ça, je vous le présenterai cet après-midi, mais je ne crois pas que c'était la question. Là, c'est à nous de jouer. C'est qu'à mon avis, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que suite à l'évaluation des sols que l'on fait auprès des producteurs, c'est de retourner les voir, de leur montrer les résultats et de communiquer sur les résultats qu'on a obtenus auprès de leurs parcelles. L'avantage de ce type d'approche, c'est que d'une part, l'agriculteur il peut être intégré quand on fait les mesures sur le terrain. On peut partager avec lui des outils, des discussions. L'agriculteur il peut ensuite être intégré dès lors qu'on aura analysé les données et qu'on pourra lui montrer finalement où se positionne sa parcelle par rapport aux autres. Donc derrière, ça va lui permettre de se rendre compte que sa pratique elle est vertueuse ou bien elle dégrade les sols. Et derrière, on peut très bien aussi, c'est Aïcha, je crois, qui travaille, ou je ne sais plus, qui travaille sur des ateliers participatifs. BioFuncTool, c'est un outil qu'on peut utiliser aussi dans plein d'autres choses, pour plein d'autres contextes. On peut co-construire les indicateurs avec les agriculteurs. On peut challenger les résultats. Là, on a observé que votre parcelle, elle était à ce niveau-là et que celle-là, elle est à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est ce à quoi vous attendiez? Est-ce que votre pratique, la pratique que vous mettez en place, vous avez conscience qu'elle dégrade ça? Pourquoi vous faites ça? C'est un outil qui peut être très bien utilisé aussi pour communiquer, pour échanger avec l'agriculteur
sur la gestion de ces pratiques agricoles. Donc, il ne faut pas le voir que comme un outil de terrain, de trucs, on compare deux pratiques et puis c'est bon, on fait des publis et puis on le garde pour ça. Non, il doit aussi être utilisé pour faire de la médiation, pour faire de l'échange et on peut l'utiliser, le mobiliser pour plein de choses. Honnêtement, nous, pour l'instant, on a un petit peu du mal à le faire parce qu'on a déjà beaucoup de mal à l'implanter. Mais il y a des gens qui travaillent là-dessus. On a des collègues en France notamment qui ont mis en place une évaluation chez plein de producteurs et ensuite qui ont dit « bon, voilà les résultats. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça répond à vos attentes? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire cet indicateur ?» Il y a des indicateurs des fois qui ne sont pas très clairs. Est-ce que ça vous… Voilà, il faut le faire évoluer dans ce sens-là. Et ça se trouve, dans 5 ans, on se rendra compte bon, il y a plein d'autres indicateurs qui intéressent les agriculteurs, il faut qu'on les intègre, il y en a d'autres qu'il faut qu'on change. Faut le faire évoluer cet outil, il ne faut pas rester là-dessus. Il faut vraiment ne pas hésiter, notamment pour tous les gens qui travaillent avec des associations paysannes, des ONG ou des gens comme ça. Allez-y, utilisez-le pour faire de la médiation. Moi, j'entends dans la question le vrai challenge finalement qu'il y a ici en utilisant BioFunkTool, c'est le passage de BioFunkTool en tant qu'outil de diagnostic de la santé des sols vers BioFunkTool, outil de pilotage, d'aller vers la pratique, quoi. Et là, effectivement, il y a cet enjeu-là, il est compliqué. Et aujourd'hui, à mon avis, Alexis, Alain, vous me corrigez, aujourd'hui, les outils BioFunkTool et l'index de santé des scores qu'on en ressort et l'analyse des données, elle n'est pas directement liée à un conseil agricole qu'on peut donner derrière. Parce que ça, à mon avis, c'est très dépendant du contexte, de là où on se trouve, du contexte pédoclimatique et puis des agriculteurs, des types de l'agriculture qu'on a. Donc aujourd'hui, on n'a pas de lien direct entre les résultats BioFunkTool et des pratiques. Par contre, on a deux façons de faire ça. On a une façon en comparaison, c'est-à-dire qu'un agriculteur qui met en place une nouvelle pratique, il peut comparer son ancienne pratique avec sa nouvelle, et puis là, savoir si on a une amélioration de la santé des sols, et non seulement de sa santé des sols, mais aussi des fonctions que lui, auxquelles il s'intéresse, c'est-à-dire qu'il peut cibler, lui, une amélioration de la structuration de son sol, ou du stockage de son carbone, la dynamique de son carbone, ou au contraire cibler plutôt une fonction de production, le cycle des nutriments. Donc là, en fonction des résultats, on va pouvoir faire ça. Et on a un deuxième outil dans BioFunkTool qui peut déployer, c'est un suivi dynamique. C'est-à-dire que non seulement on peut faire un état des lieux à un temps T, comparer deux pratiques, mais on peut aussi suivre dans le temps l'évolution de la santé des sols avec une nouvelle pratique. C'est-à-dire qu'on va venir une année, on va comparer les deux, on va revenir l'année d'après, on va recomparer les deux. Et là, on va voir l'évolution de nos fonctions de sol au cours du temps. Et là, je pense qu'avec ça, ça devient un outil de pilotage. Mais ce n'est pas un outil de pilotage clé en main, je mets en place BioFunkTool et ça me dit quelle pratique faire. Non, il y a un suivi à avoir avec les agriculteurs et comme le disait Alexis, il faut être auprès d'eux et là, on peut piloter avec eux. Mais quand même, pour compléter un peu ce que dit Jim, c'est quand même important, c'est qu'on a pas mal d'outils de diagnostic sur les sols, notamment des outils biologiques. Je ne sais pas si vous avez un background là-dessus. Moi, que j'appelle un peu des méthodes d'analyse d'impact. C'est-à-dire qu'on va voir l'impact de la pratique sur je sais pas, les bactéries du sol. On va voir l'impact de la pratique sur je sais pas, un type de nématode dans les sols. Et derrière, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire, derrière, on sait que notre biodiversité, peut-être, elle est altérée. C'est très intéressant parce que c'est important de la monitorer, cette biodiversité. Mais derrière, en termes de pratique, si on est agronome, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se dit? Quelle pratique on va devoir mobiliser pour renforcer cette… Est-ce que c'est vraiment utile de renforcer cette bactérie pour notre pratique agronomique? Et l'intérêt aussi, je pense, de BioFunkTool, c'est que nos fonctions, les 3 fonctions qui ont été ciblées, elles sont assez claires agronomiquement parlant. La fonction dynamique du carbone, en agronome, on sait un petit peu comment on va pouvoir la mobiliser. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui a une fonction dynamique du carbone qui est altérée, c'est globalement lié à l'entrée de matière organique. Il va falloir rentrer plus de matière organique, plus de résidus, du compostage ou des choses comme ça. Cycle des nutriments, c'est très lié à la fertilisation. Il va falloir revoir la fertilisation, ajuster la fertilisation. Structure du sol, c'est très lié notamment à la perturbation physique du sol, limiter le labour. Donc finalement, notre évaluation derrière, elle peut quand même être… Alors, c'est sûrement dégradé, il ne faut pas rentrer dans vous avez une structure, maintien de la structure, arrêtez le labour. Il y a sûrement plein d'autres choses à faire. Mais par contre, d'en discuter avec l'agriculteur, de dire vous avez ce maintien de la structure qui est dégradé, on sait à peu près à quoi ça correspond, ce maintien de la structure. Ce n'est pas l'acinobactère de je ne sais pas quoi auquel que personne exactement sait comment mobiliser. Nous, on sait que cette structure, globalement, l'agriculteur derrière, il peut avoir des leviers agronomiques qu'il va pouvoir mobiliser pour la renforcer. C'est assez concret en termes agronomiques.
Moi, je voudrais ajouter un petit point qui est important. C'est qu'on parle beaucoup de transition agroécologique. Donc, on a un système qui est là. On ne sait pas s'il va s'aggrader, rester neutre ou se dégrader. D'accord? Donc, Biofunctool, il a été fait d'abord comme un dispositif d'évaluation. Effectivement, pas de pilotage. Au départ, c'était comme ça. Et j'avoue, on a été les premiers surpris avec Alexis, parce qu'on l'a fait aussi. N'oubliez pas que Biofunctool a été conçu dans un milieu tropical. Bon, il a été conçu aussi parce qu'on savait que tout le monde n'avait pas accès à des laboratoires d'analyse des sols. Et donc, c'était effectivement pour nous un objet purement tropical. Quand on est revenu en France, moi, franchement, je ne pensais pas que ça intéresserait les agriculteurs français qui ont accès à des laboratoires, qui ont accès à des instituts techniques. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque. C'est que les gens, ils n'étaient jamais dans les champs. Et le fait de pouvoir évaluer un système dans les champs avec l'agriculteur en lui montrant extemporanément, c'est-à-dire que les résultats, vous les avez le jour même, 3/4 des résultats. La densité optique, ça se voit. Le POX, ça se voit. Le VESS, vous l'avez. Le BIRCAN, vous l'avez. Donc le jour où vous faites la mesure, il a le résultat. Qu'est-ce qu'il fait l'agriculteur avant? Il prend un sol, il doit le tamiser, le sécher, l'envoyer dans un laboratoire. Au plus 2 mois, 3 mois ou 4 mois après, il a les résultats. Et puis, qu'est-ce qu'il a? Il a une feuille comme une feuille sanguine. Vous savez, quand vous analysez votre sang, vous savez qu'il y avait du potassium, du magnésium. Concrètement, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Alexis. Si vous avez un BIRCAN qui ne descend pas, bah vous dites « Ah, il y a peut-être un problème de structure du sol, il faut peut-être passer une lame. » C'est aussi simple que ça. De temps en temps, ce n'est pas très, très compliqué, le pilotage. Nous, on n'est pas des gens qui pilotent. Il faut quelqu'un comme vous. Et c'est pour ça que cette formation, on l'a fait ici. C'est que vous connaissez bien mieux vos histoires, les agriculteurs avec qui vous travaillez. Ce n'est pas nous qui pouvons piloter. C'est vous qui pouvez piloter. Nous, on vous donne les moyens de pouvoir orienter ce pilotage. Mais par un outil d'évaluation. Ce n'est pas un outil de pilotage. Je veux être un peu clair là-dessus. Moi, je ne suis pas spécialiste à la fois de l'EVA, du blé, du sorgho. Et tout. Il faut un spécialiste de ça. Louis-Marie, il connaît le sorgho. Donc, lui, il aura une expertise que moi, je ne peux pas avoir sur le sorgho. Il y a des choses que je peux préconiser qui ne seront pas du tout adaptées au sorgho, mais qui peuvent être adaptées à la vigne. Donc, les contextes étant différents, les contextes agronomiques étant différents, il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il faut le faire avec des gens qui ont cette culture-là. Et vous l'avez. Donc, c'est pour ça que nous, c'est très important pour nous que vous adoptiez avec votre expertise à vous, que nous, on n'a pas. Bon, en fait, il a un peu passé ce malade, c'était en fait ma préoccupation en tant que représentant d'organisations paysannes. En fait, tel que vous voyez, tel que vous avez décrit comme ça un outil d'évaluation à un temps T, donc si je comprends bien, ça doit être renouvelé à tous les ans. Oui, tous les 2 ans, enfin, après, ça vous voit. Voilà, donc je voudrais, à travers quand même un résultat, quand même, nous, en tant qu'organisation paysanne, nous sommes plutôt des utilisateurs de résultats pour pouvoir orienter les décisions des producteurs. Donc, un outil qui s'adapte annuellement, est-ce que ça sera du coup quand même un outil qui sera favorable aux non-organisateurs pour donner des conseils, appui conseils, comme vous venez de le dire, parce que si je comprends bien dans la dynamique même du carbone du sol, la quantité de carbone exprimée en 1000 grammes de carbone par kilogramme de sol, avec ce résultat, vous savez, le producteur, qu'est-ce que moi, en tant que vulgarisateur, qu'est-ce que je peux dire au producteur de faire sur son sol pour qu'il puisse avoir une amélioration par rapport au résultat de son sol. Avant. C'est notre préoccupation majeure par rapport à cet outil. Voilà. En fait, là-dessus, on va vous présenter un peu, mais on pourra en rediscuter. L'idée, c'était vraiment d'avoir un échange sur les techniques. D'accord. Le protocole doit être plus ou moins étouffé par rapport à certaines par rapport à chaque type de résultat obtenu. Il faut nous permettre
et mieux communiquer avec les producteurs. Je propose peut-être de pas trop... On va en discuter cet après-midi beaucoup. Regardez les résultats qu'on a eus hier. D'accord? Ici, vous avez les témoins. Ici, vous avez les traitements. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'on mettait là. Bout de... C'était pas la boue. C'est des bouts. Bout de station d'épuration. Et là, Station je d'épuration. sais pas. Comment? 3, c'était quoi? 3, c'est Litière de volaille. On s'en fout que ce soit des milligrammes, c'est kilos ou des milligrammes par millilitre. Voilà. Vous allez dire quoi, producteur? Est-ce que vous allez dire c'est mieux le NPK, il y a 109, que d'en rajouter quelque chose qui multiplie par 6 la quantité de carbone? Vous êtes dans du carbone disponible. La réponse, elle est simple. On n'a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études. Ce n'est pas l'unité qui va être importante, c'est le rapport entre les quantités. Là, vous passez de 1 à 6. Voilà, en faisant ce traitement-là, tu as 6 fois plus de carbone, 6 fois plus de matière organique, peut-être ça parle plus. Après, c'est à vous de trouver les mots. Ça, c'est pas à moi. Ça, c'est ton rôle. C'est pas mon rôle de faire ça. Toi, tu sais mieux parler à ces gens-là que moi. Tu es représentant des agriculteurs, tu connais ça. Moi, ils ne montreront pas. D'accord? Mais toi, oui. Donc, à ce moment-là, nous, on peut te dire, voilà, on va te donner ces chiffres-là, à toi de les transférer de la meilleure manière possible. Tu sais beaucoup mieux le faire que nous. Donc voilà, je pense que tu n'as pas besoin d'aller dans ce degré de précision. Tu diras, juste, il y a 6 fois plus de matière organique là, pour ton sol, c'est quand même beaucoup mieux. Toi, il ne faut pas penser, évidemment, on va te donner des mesures quantitatives, mais après, il faut les mouiller. Et je rappelle, comme je l'ai déjà dit 2 fois, Alexis l'a redit, faites-le avec les agriculteurs. Parce que une densité optique, quand vous voyez du jaune et qu'une autre reste violet, c'est valable. Vous dites, voilà, là ça a respiré, celui-là n'a pas respiré. Même s'il ne connaît pas les bactéries, même s'il ne connaît pas, il voit que ça a changé de couleur. Ça, vous pouvez vous rebondir là-dessus. C'est démonstratif et c'est visuel. Le visuel, tout le monde comprend. Le fait que l'eau s'infiltre ou pas, c'est visuel. Donc ces choses-là, vous pouvez très bien le faire avec les agriculteurs et vous répétez ça chaque année. Et vous avez vu, ah, tu as fait ce traitement-là, tu te rappelles, l'année dernière, ça ne s'infiltrait pas, là, ça s'infiltre là. Voilà, vous avez gagné. Même quand même un seuil de départ minimum pour lancer jusqu'à quel niveau. Non, il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil. Le type de sol, le type de pratique, donc on ne peut pas y avoir un seuil. Il y a plusieurs questions, on peut peut-être... Ces histoires d'analyse et de seuil, on pourra en parler cet après-midi. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être qu'il ne s'est pas exprimé. En fait, moi je voulais avoir un peu votre retour d'expérience au Burkina sur les SP, parce que pour moi, mesurer la note minérale par exemple sur ces petites leçons, bon, c'est très peu quoi. Vous avez dit qu'on peut... On peut voir ça cet après-midi parce que je vais vous les montrer. Comme ça sera plus facile en les montrant de pouvoir en discuter. Mais autre chose, pourquoi par exemple vous n'avez pas intégré de façon pareille qu'il y a des gens, même très chaud au niveau des sols tropicaux, très difficiles, et dont les gens aimeraient vraiment avoir une évaluation très très... Excusez-moi, vous pouvez répéter la question? La question c'est pourquoi le phosphore il n'est pas intégré dans le type de contrôle. Mais effectivement... C'est une... Oui, vas-y. Tu compléteras. Oui. Effectivement, je pense que c'est une très bonne question. Et le phosphore, il est important dans le pilotage agronomique, effectivement. Encore que ça dépend des contextes. Peut-être que dans votre contexte, effectivement, c'est un élément qui est très important. Et c'est, comme le disait Alexis, un indicateur qui peut être ajouté. C'est-à-dire qu'on fait une extraction ici d'azote minéral, on a sur les membranes anioniques et cationiques la possibilité, après l'extraction, de doser du phosphore. Et là, on vient doser aussi du phosphore assimilable avec les membranes. Et donc là, vous pouvez très bien faire une extraction de vos membranes, mesurer l'azote sous forme nitrate ammonium et mesurer un taux de phosphore, une teneur en phosphore. Et là, vous intégrez donc, dans votre jeu de données, dans le cycle du nutriment, une forme de phosphore. Et vous pouvez doser le phosphore au verre de malachite, donc c'est pas forcément très compliqué. Nous, on va essayer de l'intégrer, ça c'est un des boulots de Jim aussi, dans les nombreuses tâches qu'il aura à faire. Voilà. Donc, non, mais c'est très important. En fait, si je résume souvent, les sols, disons, tempérés, ils ont plutôt des problèmes d'azote, parce que c'est des sols jeunes, donc, où la fixation d'azote symbiotique et tout ça, elle n'a pas pris encore tout ce temps. Vous avez des sols beaucoup plus vieux,
ou c'est plutôt le phosphore qui est l'élément limitant que l'azote? Donc effectivement, c'est une très très bonne question. Et on est bien conscient de ça. Mais si vous avez les moyens, c'est vraiment une mesure que vous trouvez sur Internet, le phosphore au verre de malachite, c'est vraiment assez simple. Donc vis-à-vis des membranes, vis-à-vis de l'extraction qu'on fait au départ avec le KCl pour air minéral, je ne sais pas si tu confirmes, on peut mesurer le phosphore. Vous avez déjà une technique colorimétrique, donc vous avez déjà le spectro. En plus, le spectro, c'est un spectro UV visible, donc ça rentre vraiment dans l'environnement et c'est juste une réaction chimique. Et encore une fois, vous avez la possibilité de doser ces éléments-là. C'est avec la même solution, le même extrait. Le même extrait. Normalement, c'est avec du NH3 dans le B. Mais je pense qu'on peut aussi l'adapter, c'est juste l'extractant au final. Donc là, faire des tests, là je pense que c'est... On l'a déjà fait, ouais. C'est une adaptation, mais on peut le faire. C'est une adaptation, mais on peut le faire. Ce que je voulais dire, c'est à partir de la même solution d'extraction. Oui, ou alors, soit vous mettez deux membranes, et donc du coup deux membranes avec deux solutions d'extraction, soit vous utilisez la même, parce qu'il ne faut pas beaucoup de quantité d'extractant, il me semble. Parce que comme vous avez vu là, par exemple pour L1000, ce sont des godets de 3 ml, donc on n'en a pas beaucoup. Et pourtant on a 35 ml d'extractant. Donc le mieux c'est d'avoir le même extractant, mais ça il faut faire le test pour voir si dans le protocole de dosage du phosphore, il n'y a pas de variation. Mais je pense que ça reste quand même, c'est comme l'étalonnage au final, hein. C'est comme le POX, c'est-à-dire vous étalonnez avec une solution de KCl au lieu du NaCl3, vous voyez quel est le potentiel d'extraction par rapport à ce solvant-là, et vous pouvez doser en fonction de ce solvant. C'est un route ça. Une courbe d'étalonnage. Là, vous savez que vous faites des tests, est-ce que le NaCl3 a le même potentiel d'extraction que le KCl? Donc le KCl 1 molaire, c'est vraiment quelque chose de très très fort au moment de la désorption des membranes. Mais le principe de dosage, vous l'adaptez. C'est-à-dire c'est toujours la même courbe d'étalonnage et le même solvant. C'est ça qui est c'est le principe, c'est le mode-up qui est important. C'est pas le solvant. Et par contre, la capacité d'extraction, de désorption de ces membranes, ça il faudra voir si ça désorbe bien le phosphore sur notre résine. Mais voilà, c'est des tests à faire. Mais en tout cas, sur le principe du mode opérateur, vous avez le spectro, vous avez la membrane, vous avez le solvant d'extraction, vous avez toutes les infos, vous savez comment faire une courbe d'étalonnage. Voilà, je pense que ce sont des choses à... Oui, bon, moi, je fais tout petit. Et vous avez dit, on peut arriver vraiment à former les producteurs sur l'évaluation de l'activité biologique. Encore faut-il les rapprocher avec ce que les producteurs observent sur le terrain, par exemple la macrofaune, ils savent par exemple qu'un sol avec beaucoup de lombriques. On a besoin quand même de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir cette activité biologique. Je sais par exemple quand elle détermine, vous avez des macro-porosités, etc. J'ai travaillé 20 ans sur les termites, donc je suis très sensible aux termites. Juste avant, quand même, sur l'histoire de travailler avec les producteurs, on l'a peut-être, je ne sais pas si on l'a dit, mais ce n'est pas l'objectif. Hein. On n'a aucun objectif à demander aux agriculteurs directement d'appliquer BioFuncTools. Ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite faire pour l'instant. On se rend bien compte que c'est compliqué à mobiliser, déjà pour des chercheurs, déjà pour des techniciens, déjà pour des instituts techniques. Déjà, si on arrive à travailler avec ces personnes-là qui vont aller échanger avec les agriculteurs, qui vont partager les résultats, qui vont travailler auprès des parcelles des agriculteurs, qui vont rencontrer l'agriculteur dans sa parcelle, d'accord, mais l'idée n'est pas que ce soit l'agriculteur directement qui mette en place les mesures. C'est encore beaucoup trop complexe. Donc ça, c'est un point juste de précision qui est important parce que dans la communication, c'est aussi très important. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, vous avez un kit tout prêt que les agriculteurs peuvent mettre en place directement chez eux. Non, c'est pas du tout le cas de BioFuncTools. Hein. D'accord, ça c'est important. Après, je laisse répondre. J'ajoute par rapport à sa question sur les métalaminants. Il y a un substrat qu'on utilise. Est-ce que ce substrat peut évoluer qui permet peut-être de cibler une communauté ou pas? Oui, ça je peux. Alors, je vais répondre un peu à la question. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Alexis. Et c'est des éléments de communication sur lesquels nous, on est un petit peu attentifs. Parce qu'après, ça peut dériver, quoi. Vous avez vu quand même, il y a un aspect technique qui est relativement même, on en souffre tous. Hein. Donc voilà. Alors je fais référence à l'écosystème français.
Je ne connais pas l'écosystème malien et burkinabé dans son... Donc, en fait, ceux qui se sont appropriés l'outil Biofunctool dans l'écosystème français, c'est les chambres d'agriculture. Donc, vous avez des chambres d'agriculture par région, c'est les instituts techniques, c'est les gens qui font du conseil. Voilà, c'est ça, les gens qui utilisent Biofunctool. C'est effectivement... Par contre, on le fait, nous, quand on y va, dans le Gers, j'étais récemment, je suis entouré d'agriculteurs, mais avec les conseillers techniques. Donc voilà, c'est ça l'écosystème Biofunctool. C'est pas, effectivement, et pour l'instant, on est assez ferme là-dessus, il ne faut pas vendre Biofunctool comme un outil d'auto-évaluation par les agriculteurs. Ça serait faux, et surtout, je pense que ça ne serait pas un bon service à rendre aux agriculteurs, ils ont autre chose à faire. Ils ont déjà pas mal de problèmes. Si on peut les aider, par contre, à évaluer leur système, ça, par contre, ils sont extrêmement demandeurs de savoir s'ils sont dans la bonne direction. C'est ça qu'ils veulent. C'est pas devenir des biochimistes ou des scientifiques du sol. Toujours par rapport à moi, je pense que la question est encore plus large. C'est au-delà de comment adopter le Biofunctool, mais c'est comment adopter des nouvelles pratiques agricoles. C'est de manière générale. Je pense, comme tu as dit, il faut quand même aller au-delà au bout de la démarche. Quand, par exemple, Biofunctool m'a permis de dire que là, il y a plus d'azote que d'autre part. Je disais à un auditeur, il m'a dit, un proverbe en disant que nous, on croit ce qu'on voit, mais pas ce qu'on dit. Il faut aller au bout. Tu dis, avec Biofunctool, j'ai dit qu'il y a plus d'azote que là. Donc, tu fais une petite expérimentation. Bon, en tant que chercheur, au lieu de mettre des NPK là, où il y a quand même pas mal d'azote, mettre autre part. Donc, ça veut dire qu'il faut, au-delà des résultats qui sont sortis dans le Biofunctool, aller vraiment au bout de la démarche. C'est comme ça qu'on va quand même adopter. Pas que c'est juste un outil comme outil d'enquête, un outil de prélèvement. Non, mais moi, je ne peux que dire oui. Mais c'est parce que toi, tu vas pouvoir le faire. Moi, je ne suis pas crédible là-dedans. Moi, je suis crédible pour dire la quantité d'azote. Je ne suis pas crédible pour lui dire ce qu'il faut faire. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est vous. On n'est pas, nous, des experts et qui vous apprenez à piloter. Vous, sur le pilotage, vous êtes bien meilleurs que nous. Je le répète. Moi, je ne suis pas un expert de tes systèmes. Mais voilà. Par contre, une quantité d'azote, je prenais le cas des IPL, une quantité d'azote par nature ne veut rien dire si tu ne le contextualises pas. Il y a des moments, ça va être un problème environnemental, et de temps en temps, ça va être plutôt une solution agronomique. Et pour la même quantité. Donc si tu ne mets pas un contexte autour de ça, cette valeur-là, elle ne veut rien dire. On est bien d'accord. Par contre, ce que tu as dit au départ, ils ne croient que ce qu'ils voient et pas ce qu'on dit. Et bien justement, Biofunctool, il le voit. On ne sait pas ce qu'on dit. Je veux dire, il va voir les variations de couleurs, il va voir l'eau. Enfin, je ne vais pas me répéter de ce que je viens de dire. C'est visuel, Biofunctool. Et ça, c'est pour nous une force qu'on n'hésitait pas. Qu'on a commencé à le faire avec Alexis, c'est pas du tout là-dedans qu'on était. Cette valeur pédagogique et cette valeur de l'observation, et ça suscite énorme. Vous verrez le nombre de discussions qu'on a eues, nous, sur le terrain avec les personnes, parce qu'ils étaient. De temps en temps, ils ne sont pas d'accord avec les résultats qu'ils voient. Ils disent non, c'est pas possible. Après, il faut entamer une discussion. Parce que les gens, ils ont des a priori. S'ils font quelque chose, ils pensent que ça va améliorer ça. Et ça peut être peut-être une pratique. Ils vont dire nous, on a labouré, donc on doit s'infiltrer. Eh ben non, parce que hop, en labourant, s'il y a une pluie, l'argile fait. Enfin, vous connaissez ça, les problèmes de sol de labour. Et tout ça, donc ça montre directement que ça ne marche pas. Et puis à nous d'avoir des éléments pour leur expliquer. Oui, exactement. Pour expliquer ces résultats de Biofunctool. Oui. Voilà, bon, je voulais parler d'un truc. On n'a pas le pH. On sait que le pH est déterminant, conditionne ces trois fonctions. Tout à fait, oui. Et ça peut conditionner certains résultats et à nous de l'expliquer. Vous ne l'avez pas mis dedans, mais on pourra facilement faire le pH des sols et qui peut être un élément explicatif de certaines variations qu'on peut dire aux paysans. Les débuts, ils ne voient pas, on va dire, parce que peut-être le sol est acide, ou le pH est trop basique, etc., parce qu'il a mis beaucoup de choses, et tout comme ça. Donc, j'aime toujours qu'on expérimente un truc, une fois les résultats en termes de productivité, tout ça, et puis reproduire. C'est dans ce sens que je dis, en fait, il croit ce qu'il... Croit ce qu'il voit, oui, puis après. C'est concrètement, dans le cas de ça, il y a plus d'azote, il y a plus d'infiltration. C'est-à-dire mettre en place
expérimentation qui va dans ce sens. Et là, quand il va complètement, oui, c'est là où il y a de l'infiltration, où il n'y a plus d'azote, c'est vraiment ça. Et ils vont appliquer, ils ne sont pas dans le dogmatisme, non. Et là, peut-être qu'on dit qu'on fait pas de transfert, on fait pas de transfert aux agriculteurs. Peut-être que vous pouvez laisser un birkan si vraiment la personne et lui dire de temps en temps, ça, même s'il fait pas une mesure, on ne demande pas, il verra si ça s'infiltre ou pas. On peut aussi de temps en temps utiliser des outils comme ça. Le birkan, c'est possible. C'est pas possible pour le POX, hein, évidemment. Donc il y a certains outils qui peuvent être adoptés par les agriculteurs et d'autres. Bon, ceci dit, je suis assez de temps en temps étonné du côté technique de certains agriculteurs. Bon, maintenant ils utilisent des drones et tout ça. Enfin, je parle en France, hein. Et donc, mais bon, pour l'instant, en tout cas, comme je le dis, c'est pas notre problème. Mais ce que tu as dit est tout à fait juste sur le pH. Et d'ailleurs, souvent, on le faisait avec Nancy. On a une électrode. En fait, vous savez, dans le LabQuest là, vous pouvez mettre des différentes électrodes. Et on a une électrode pH, une électrode température et une électrode humidité. C'est les trois constantes qu'on mesure et que j'appelle des variables de contexte. Et qu'en fait, vous verrez ça avec cet après-midi avec Alexis, quand on fait ce qu'on appelle l'analyse multivariée, on peut ajouter ce qu'on appelle des variables supplémentaires pour expliquer notre structure de données. Je ne sais pas si tu vas me montrer ça ou en termes voilà, de variables de contexte. Ça, c'est important. C'est pas parce qu'on a 9 variables qu'il faut se contenter de ces 9 variables. Si vous pouvez mesurer le pH, c'est pas difficile. La température et l'humidité, je sais, ces trois constantes-là, franchement, il faut le faire. C'est ce qu'on avait dit hier sur le terrain pour chaque groupe, je ne sais pas si vous vous souvenez. Au moment où on a fait la densité apparente, on vous a montré en plus la densité apparente, et on vous a expliqué que c'est toujours mieux d'avoir des paramètres d'humidité, de température et de pH, plus la densité apparente si vous voulez. Ah. La base. Mais en général, c'est des mesures que les gens ont déjà fait, comme c'est l'animateur qui parlait de données. Le pH, c'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain. Donc si vous avez ces données dans des analyses classiques, bah, utilisez-les. Par contre, c'est aussi des données de pilotage compliquées. Suppose que le pH il soit faible. Il faut choler, mais il faut choler, c'est quand même compliqué. Il faut avoir de la chaux, c'est pas toujours disponible et tout ça. Donc c'est pas des données aussi faciles en termes de pilotage. Le carbone, comme on l'a montré, le POX, bah, bon, rajouter du carbone, c'est pas si facile que ça, hein, ceci dit, mais pas bon. On peut comprendre comment le faire. Sur le pH, c'est plus complexe. Peut-être on prend une dernière question, et puis après on fera un plus petit groupe. Et... Une question au niveau du VSS. On a dit bien que pour la détermination de bouche, il fallait peut-être aller à 1 km. Oui. C'est ça. Mais on a vu que, parce qu'il y a l'humidité, du coup, ça ne nous permet pas réellement d'avoir clairement l'expérience bouche. Parce qu'il y a on allait sur l'idée de l'humidité, lorsqu'on essaiera de faire l'outil, on va avec l'humidité, il y avait une troisième couche qui s'est dégagée, qui en réalité n'était pas une couche. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'ajouter d'autres critères pour l'identification de couches? Alors, on en a parlé hier hein, de ce problème-là, et je l'ai eu quasiment avec tous les groupes. D'accord? D'ailleurs, c'est intéressant, tous les groupes n'ont pas dégagé le même nombre d'horizons. Pourtant, on était dans la même structure. Il y a des groupes qui ont vu 2 horizons, d'autres qui en ont vu 3, même d'autres qui en ont vu 4. Alors, ce que j'ai dit, et tu résumes très très bien, hein, c'est qu'avec le pénétromètre, effectivement, on a vu une espèce de gradation et effectivement une dernière couche qui était un peu plus meuble due à l'humidité. Donc, dans ce contexte-là, on l'a dit tout de suite, d'ailleurs, on voyait très bien une différence de couleur. Souvent, la différence de couleur, on l'attribue à la matière organique, c'est pas toujours vrai. L'humidité induit aussi un changement de couleur, notamment dans les milieux sableux. Ce que j'ai dit, c'est à ce moment-là, si vous n'êtes pas sûr, moi j'ai dit je vois 2 couches, j'en voyais pas 3. Mais vous avez insisté pour faire une 3e couche, je dis à ce moment-là, faites-le. Et on est tombé, d'ailleurs ça s'est vérifié, on est tombé sur le même score. Donc en fait, quand tu vas scorer 2 plus 3, et que ça fasse un score de 2, et le 3 fait un score de 2, quelque part ça ne va pas changer ton scoring. Donc même si tu mets des horizons qui ne sont pas sûrs, a priori, avec les 6 critères qu'on a dans l'évaluation, tu vas retomber quand même sur un score identique. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. On est tombé sur un score identique. Donc je pense que tu peux t'en sortir, mais c'est pas toujours facile de distinguer des horizons. Donc
je vous rappelle quels sont les critères sur lesquels on s'est distingué. Le système racinaire, les horizons racinaires ou pas racinaires ou peu racinaires. La porosité, savoir s'il y a des on parlait des vers de terre, je ne sais pas, quelqu'un qui m'a parlé de l'activité biologique. Ça fait partie, effectivement, de distinction des horizons. Si vous avez un horizon avec une forte macroporosité et d'autres qui n'ont pas. Des horizons aussi où on voit des structures anaérobiques, hein, vous savez, ce qu'on appelle des zones d'oxydation ou des zones de réduction du fer. On voit très bien des changements de couleur. Ça veut dire qu'il y a un problème à ce moment-là de compaction et de circulation de l'eau, parce qu'avec l'eau, l'oxygène arrive aussi, ou les racines. Donc voilà, vous avez, c'est toujours un peu compliqué cette histoire d'horizon. Moi, je suis pas pédologue, donc c'est encore plus compliqué que moi, mais un pédologue, il fait un profil qui fait pas 30 cm. Il va jusqu'à 1 mètre, 2 mètres, en principe, il va jusqu'à la roche-mère. Donc là, il faut pas confondre aussi les choses. Nous, on fait un espèce de mini profil pour comprendre un peu où sont les racines, où est l'activité biologique. Voilà, on essaye d'avoir une évaluation visuelle de l'impact de la pratique sur les 30 cm de la couche arabe. Voilà. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai une question là. Je vais vous poser une question. Est-ce que dans les 9 indicateurs, s'il y a des indicateurs qui s'expliquent entre eux, par exemple, pour les bédamines, on met des citrats pour plantes. Dans le sol, il peut y avoir une certaine espèce dans la profondeur du sol qui dégrade tout l'amina. Et que ça ne fait pas trop en fait l'activité biologique. Est-ce qu'il y a des variables qui se collent, des indicateurs qui se collent, et qui peuvent expliquer par exemple? C'est un peu ce dont... Ouais. Bon, je reformule. La question, c'est sur la redondance entre les indicateurs. Est-ce qu'il y a certains indicateurs qui donnent la même information que d'autres sur les 9? C'est un peu ce dont Alain a... Enfin, c'est la réponse d'Alain tout à l'heure. Je crois qu'on en avait parlé aussi. On l'a vérifié en Thaïlande, notamment avec une analyse assez simple de corrélation. C'est-à-dire qu'on avait nos 9 indicateurs. On a essayé de voir s'ils étaient toujours corrélés de la même manière sur différents sites où on avait des pratiques agricoles différentes. On a remarqué que parfois il y avait des indicateurs qui étaient corrélés. Par exemple, souvent la respiration basale, si tu restes, et puis le POX, ils sont souvent assez fortement corrélés. On avait différents indicateurs qui étaient quand même assez souvent corrélés, mais pas tout le temps en fait. Et donc ça veut dire pas tout le temps, c'est ce qui nous intéressait au final. C'est que ça veut dire que dans certains sites, pour certaines pratiques agricoles, ces indicateurs n'étaient pas corrélés. Donc ils étaient redondants peut-être parfois, mais pas tout le temps redondants. Et donc le fait qu'ils ne soient pas tout le temps redondants, ça veut dire qu'ils apportent une information. Au moins une fois, ils ont apporté une information supplémentaire. Donc c'est ce qui nous a conforté dans le fait de rester sur ce set d'indicateurs. Sinon, clairement, nous, on n'est pas pro des 9 indicateurs. Hein. Si on avait pu en trouver 5 qui auraient donné les mêmes informations que les 9, on aurait été très content. Hein. On se serait arrêté, ça aurait été beaucoup plus court et beaucoup plus simple. Mais non, vu qu'ils apportaient tous une information différente, on a continué avec ces indicateurs-là. Je pense que dans sa question, il y avait aussi le lien biodiversité-fonction. C'est-à-dire qu'a priori, ce que tu disais, c'est qu'il y avait, s'il y avait une espèce qui dégradait les laminats, on pouvait considérer qu'on avait une forte activité biologique, pourtant on avait une biodiversité faible. C'est un peu ça que tu disais. Et tu as raison. Donc, BioFoncTool n'est pas une mesure en direct du degré de biodiversité de ton système. C'est une mesure du degré de fonctionnement de ton système. Le fonctionnement, il peut être porté par peut-être 2 espèces, 12 ou 20. Je ne sais pas ça. Mais le fait d'avoir les 9 indicateurs, tu as un indicateur qui est plutôt lié à la communauté microbienne, de la respiration, un indicateur qui est plutôt lié à la macrofaune, qui est à la fois l'infiltration et le VESS. Tu as un indicateur qui est plutôt lié à la mésofaune, qui est le lamina. Donc quand tu cumules tout ça, tu peux quand même avoir une vision un peu plus intégrative. Mais si tu veux savoir vraiment si ton système est plus de biodiversité ou pas, BioFoncTool ne répondra pas à cette question. Il faut faire d'autres choses comme des mesures. Mais c'est quand même relativement rare qu'il y ait qu'une espèce ou pas. Mais voilà, c'est du domaine du possible. Je peux pas répondre par oui ou par non à cette question-là. C'est vraiment en fonction de la question, quoi. Une question biodiversité, c'est pas l'outil adapté pour y répondre. Il faut faire des mesures de comptage, des mesures de... Il va être lié à l'activité biologique, mais le lien biodiversité-fonction, Alain a beaucoup travaillé là-dessus, il n'est pas tout le temps présent. Et donc, il faut pas mélanger les choses. Si ta question est portée sur la biodiversité, alors il faut choisir des méthodes qui porteront là-dessus. Là, on évalue le fonctionnement global. En Côte d'Ivoire, on fait les deux.
On peut faire les deux aussi. On fait une évaluation, on a fait la diversité microbienne, la diversité des nématodes, la diversité des colorbols, la diversité de la faune, et on a mesuré Biofunctool sur l'ensemble, tous les 6 mois, en mesurant ça. Bon, c'est une thèse, ça demande pas mal d'efforts, et on a une très forte corrélation, je pense que tu vas le montrer cet après-midi. C'est les résultats que je vous ai montrés lundi. Et Je vous ai montré ces relations de diversité de la macrofaune avec, en fonction du SHI, donc de l'index Biofunctool, et en fonction des trois fonctions aussi, de l'index selon les 3 fonctions. Et on a vraiment des belles corrélations. Et ça marchait pas avec la diversité microbienne? Non, parce que, voilà. On va arrêter, on pourra en discuter peut-être un peu, on a encore quelques pauses, quelques moments.